Jeudi soir aura lieu le match 1 entre les Warriors et les Celtics. C'est donc l'affiche de la finale 2022. On a énormément de choses à dire. Vous nous appelez comme toujours pour en parler, pour donner vos pronos. On va essayer de prendre le temps et de décomposer cette série le plus longtemps possible. Alors déjà, est-ce que quelqu'un l'a mis dans son bracket? Non, non, mais je m'en veux. Non. Je m'en veux. On a vu les Nets trop de beaux là, ils nous ont saoulés. Les Nets et les Suns, quoi. Ouais, les Nets, Deux grosses équipes de craquettes, quoi. C'est une catastrophe. Bah, moi, j'avais mis les Bucks et Suns, comme l'année dernière. Bucks, Suns, bah ouais, on était tous, presque tous sur la même longueur d'onde là-dessus. Mettez-nous un peu dans le chat ce que vous en aviez pensé. On va essayer de décomposer tout ça. On va parler évidemment de l'expérience des deux collectifs, des défenses et des attaques, des coachs évidemment, des stars. Puisque la première chose que l'on peut dire, c'est que les Warriors ont l'avantage sur pratiquement tous les aspects de cette finale, si ce n'est le run qu'ont fait les Celtics. Ça va complètement de leur côté, puisque l'adversité qu'ils ont dû affronter pour aller en finale, s'ils vont au bout, c'est entre guillemets comme le Real Madrid, ça va être difficile de faire encore mieux en termes d'adversité de parcours, Erwan. C'est 1917 le film de Sam Mendes. Sam Mendes, ouais. Oui, tout à fait. C'est un peu, tu me tires vers le haut. Pas mal. Non, mais c'est clair que sur le run, sur la confiance, sur ce qu'ont vécu les Celtics, ils arrivent vraiment, c'est une équipe, c'est la pire équipe à prendre pour les Warriors. T'as une équipe qui en a chié, qui est sortie d'une guerre de tranchées, de barbelés, qui arrive abîmée, mais qui arrive avec le plein de confiance. Et de l'autre côté, t'as les Warriors qui arrivent, sourire aux lèvres, on a bien joué au basket, on s'est fait kiffer, on est dans le smile, on est là où on doit être, y a pas de problème, ça va rouler. C'est quand même deux salles, deux ambiances, ces équipes-là. J'ai quand même envie de donner avantage aux Warriors, parce que pour moi, au plus on se rapproche du but, au plus l'expérience est un plus pour les équipes. Mais ça va être des finales extraordinaires, je pense. Extraordinaire, Arthur, ces finales? Je pense que ça va être incroyable. Deux équipes historiques. Bref, on peut dire tout ce qu'on veut. Les parcours sont assez différents, effectivement. Je me suis posé la question, ça fait un petit moment que je me pose la question. J'ai du mal à dégager un grand favori. Mais pour moi, l'avantage, il est infime. Il va côté Warriors par rapport à l'expérience. Je vois ce groupe, je vais pas dire arriver à maturité parce que je pense qu'ils ont encore quelques années. Mais tu vois, d'une manière, ils me font penser aux Spurs de 2014 qui reviennent, ils ont goûté à une période exceptionnelle, un petit peu la dynastie des Spurs, et ils reviennent en finale dans un autre contexte avec des nouveaux gars, avec un petit peu un renouveau, une nouvelle salle, et ils savent que c'est dur et que c'est rare, et tu vois, ils vont essayer d'aller trouver le petit plus, et ils ont toute cette expérience pour pouvoir passer. Donc moi, c'est vraiment le petit avantage que je donne, mais après Boston, franchement, défensivement, si les corps y tiennent, je pense que même en restant à une rotation à 7-8 joueurs, ils peuvent faire très très mal, et je serais absolument pas surpris si Boston il les tape, et même 4-2, hein, tu vois. C'est vrai qu'on est tous d'accord pour dire que c'est compliqué de donner un favori. Sachez juste que c'est les Warriors qui vont avoir l'avantage du terrain, parce que meilleur bilan comptable, meilleur bilan. Oui, non, mais parce que tu sais, Steph ce matin nous posait la question de dire pourquoi les Warriors ont l'avantage du terrain alors qu'ils sont moins bien classés dans leur conférence. C'est le classement brut. Et ça me va très bien. Oui, finalement. Moi, ça me paraît plus logique. Moi aussi, heureusement, d'ailleurs. Du coup, quand j'ai du mal à regarder qui va être le favori, je vais voir les bookmakers parce qu'eux donnent toujours une tendance. Sachez, les amis, que le favori chez nos amis de Winamax, c'est les Warriors. J'étais 1,60 et 2,30. On ira voir les codes pour le premier match ensuite, mais voilà. C'était juste pour vous donner quelques billes. J'aime bien ton idée là avec les Warriors, le fait de revenir etc. On a beaucoup parlé avec Erwan. Je reste surpris que cette équipe ait été capable d'aller en finale, de retourner en finale aussi rapidement dès leur retour en play-off. Franchement, alors tu l'avais dit au début de l'année. Tu les voyais en finale, tu y croyais, le retour de Clay, etc. Est-ce que c'est l'équipe que tu attendais en début de saison qui est arrivée là au printemps? Alors en début de saison, oui. En février-mars, un petit peu moins, mais même moi, souviens-toi, quand c'était leur période de disette et qu'ils ont mis que Steph Curry et Clay n'ont quasiment raté une saison entière, qu'ensuite Steph a fait sa saison MVP, qu'ils se font sortir en play-in, je me suis dit, et que Draymond Green aussi était devenu un joueur fantôme. À 5-5-5, là, stade incroyable. Je t'ai toujours dit que le vécu de ces mecs-là, tant que ces trois-là seront là avec Steve Kerr, le jour où ces mecs-là reviendront tous ensemble, la manière de travailler des Warriors en feront tout de suite des contenders, voire des favoris. J'ai toujours cru en ça. Parce que j'en reviens à ce vécu, à leur manière de jouer au basket, quand tu joues de manière si juste, quand tu te connais autant, dès que ces mecs-là, ça clique autour de ces mecs-là, ils ont cette faculté à rendre aussi des role-players meilleurs. Et je trouve que sur leurs 2 ans de disette, ils ont réussi à développer pas mal de mecs.
Donc c'est allé plus vite que ce que toi t'imaginais, mais c'est vrai que moi, Clairement. mais quelque part, moi j'avais ce fantasme, parce que ça restait un fantasme de bien dire, sûr, bien sûr, attention, j'ai pas mis 3 000 euros en disant ils seront en finale NBA en 2022. Dommage. Mais je me suis toujours dit, si Steph, il était pas vieux, je me dis, si ce mec-là c'est un double MVP, il va pas redevenir un joueur plus moyen. Eh ben voilà, les voilà en finale sur leur qualité, sur lesquels ils se sont créés du passing game, de l'adresse, du basket en mouvement, de la défense collective, du coaching, et un kiff, et du kiff, parce que c'est une équipe de kiffeurs. C'est vrai qu'ils ont réussi à capitaliser sur 2 très mauvaises années. En tout cas, 2 années Et sans encore, playoff. Boys Band joue pas. Non, mais c'est clair. Non, mais t'as raison. Je me rappelle, j'étais ici avec vous lorsqu'on a fait la preview de Golden State, et globalement, ce qui ressortait, c'est effectivement, il y a les bons joueurs, etc. Il y a Klay Thompson qui risque de revenir en décembre et tout, mais il y a trop d'inconnus, il y a trop d'éléments sur lesquels on n'a pas de certitude pour pouvoir se dire qu'ils vont pouvoir être hyper compétitifs. Et très rapidement, ils nous ont montré qu'on avait tort et qu'ils étaient capables de pouvoir faire des super choses. Donc, effectivement, ce trio, cette base, même avec le coach, le coaching staff, fait que, en fait, voilà, tu peux faire venir graviter d'autres gars autour, et ils vont polariser tout ça et ils vont pouvoir être capables d'être super compétitifs. Donc bravo à eux. Après, moi je vois un avantage où on pourrait dire que c'est un inconvénient, mais ils arrivent plutôt frais. Non, on On pensait sait pas. pendant 4-5 jours. Ouais, et puis c'est pas ça. C'est vendredi que- soir la qualif. Hein. Ouais, et ils ont laissé moins de plumes que les Smart samedi soir, qui ont été blessés à l'épaule, que les Horford qui ont chopé des Robert protocoles Williams. Covid, des Robert Williams. Donc ça, c'est des inconnus côté Boston. Donc ça se trouve, tout ira bien et c'est ce qu'on leur souhaite pour qu'on ait des belles finales. Mais eux, ils n'ont pas ça. Et tu vois, et toute cette expérience, je pense que c'est un avantage. Non, mais ça, c'est sûr qu'on parlait de régénérer le groupe en 2 ans. Après, je n'imaginais pas qu'ils soient capables d'aussi bien choisir des nouveaux joueurs. Alors Kevin Looney fait partie du corps de tout ça, mais aller chercher un Jordan Poole, c'est exceptionnel. En plus, d'arriver à faire jouer un Jordan Poole à côté de mecs qui ont autant la balle que Draymond Green, Steph Curry, Klay Thompson, en vrai, c'est une prouesse. Steve Kerr, c'est une prouesse. Non, mais... J'ai une anecdote avec Jordan Poole. Faudrait retrouver l'émission, mais une fois, il y avait Erwan, t'étais là et on parlait des Warriors, et t'étais, il ramène des joueurs là, Poole, cote. C'est qui ces joueurs? Quand on découvre toujours. Bah oui. Maintenant, l'animal, d'ailleurs, quel que soit l'animal. Ouais, c'est vrai. T'as pas notre animal là, dans le stock là? Je sais pas, j'ai la girafe. le truc le plus dur, je sais même pas quel bruit fait la girafe. Ils font des bruits, c'est pas elle d'ailleurs. Ouais, je sais pas. Bon, donc, très bien, en tout cas. Bravo en tout cas. Je te laisse 5 minutes pour réavoir un autre animal. Côte poule, ouais, bon, ça c'est facile. Non, mais attends, c'était très fort sur le cochon. Sur le cheval aussi. Ouais, sur le cheval. Voilà, très bien, la basse-cour. La basse-cour est de sortie. Très bien, parlons vite fait des Celtics. Après, on mélangera tout ça. Non mais attendez, il y a un gars qui vient, et je sais qui c'est, qui m'a fait le bruit de la truie dans le casque, et il l'a pas fait à moitié, il l'a fait un peu comme dans Les Visiteurs, tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça là? Non, je t'ai dit la truie. Ah pardon. Mais ça va pas. Parlons un peu des Celtics, il y a un truc moi qui m'intéresse. C'est que on a beaucoup parlé de la maturité de Jason Tatum et du groupe. On a dit ensemble qu'ils étaient peut-être pas encore prêts en termes de groupe. Pourtant, ils ont fait finale de conf en 2017. On s'en souvient, c'était avec Isaiah Thomas. Alors Ford était déjà là, Marcus Smart aussi. 2018, finale de conf. On s'en souvient, c'était contre LeBron, etc. 2020, ils font encore une finale de conf. C'est une équipe en fait qui était quoi qu'il arrive à amener au très haut niveau, donc un jour jouer les finales les finales NBA, et en fait tous les joueurs malgré leur âge sont déjà à maturité, et c'est une prouesse en soi. C'est une prouesse d'avoir un jeune coach rookie, Ime Udoka, qui arrive à tirer le maximum de cette équipe. On parlait, peu de petits jouer ensemble, il y a beaucoup de choses qui sont encore ressorties, là. Même Jalen Brown s'en est un peu amusé. Vous voyez qu'on peut jouer ensemble. Parce que, en fait, ils ont réussi enfin à mettre le puzzle dans l'ordre aussi. C'est important, ça. Ouais, et énorme crédit à Ime Udoka, qui clairement a fait déjà mieux que sa première saison que Brad Stevens. Alors, il y en a qui vont dire, mais non, mais c'est lui qui a tout mis en place et tout. Moi, je vois aussi une attitude autour d'Ime Udoka qui... Quand il n'est pas content, ça se voit. Il met des branlées à des joueurs, que ce soit Tatum, que ce soit Brown, que ce soit Smart. Quand il prend des temps morts, tu sais, quand tu le vois, il est très expressif sur le banc. Il a une vraie présence, ce que Brad Stevens n'avait pas ou peu. Brad Stevens, c'était un petit peu le cerveau, certes, mais je trouve que ça manquait parfois de charisme dans des matchs chauds bouillants. Et c'est ce qu'on lui a parfois reproché. C'est peut-être lui aussi qui s'est retiré très tôt à la surprise générale pour dire que c'est peut-être pas pour lui aussi. Et je trouve que là-dessus, Ime Udoka, il a un apport incroyable. Ils avaient peut-être besoin de ça aussi, de ces mecs-là. J'ai l'impression que les Tatum Brown se retrouvent beaucoup plus, se sentent plus proches
d'un Aimé Udoka dans l'attitude que d'un Brad Stevens, qui était plutôt un peu l'instituteur, donc le prof de maths dont on a peur parce qu'on n'a pas fait ses devoirs. Là, j'ai l'impression qu'ils ont trouvé un mec, plutôt un espèce de comment on appelle ça, les mecs, un mec de centre aéré, avec qui t'es proche, avec qui tu peux... Moniteur, un animateur. Exactement. Et je trouve que ça, c'est aussi, on parle du jeu évidemment, de tout ce qu'il a mis en place défensivement, mais je trouve qu'il y a aussi un respect naturel et rapide qui a été mis en place. Et ils en ont chié, hein. On se rappelle, et on peut faire mea culpa là-dessus, ils en ont chié les premiers mois. Ça n'a pas dû être ça pour Aimé Udoka. Mais ça a dû être très long pour eux ces 2 mois-là, parce que la presse leur est tombée dessus fort aux États-Unis. Nous les premiers, on les a tombés. Moi j'ai dit, mais comment tu veux filer un coach rookie à des mecs comme Tatum et Brown, qui eux sont jeunes, qui ont besoin de se trouver? Ben finalement, c'est des mecs-là, je pense qu'à l'entraînement, ça a dû quand même se dire des choses en face, ça a dû corriger des trucs, ça a dû mettre des branlées à des mecs, et finalement tout le monde a accepté le discours. Et moi, tu sais que j'aime bien les attitudes de coach. Ouais, tu sais que j'aime voir ce qu'il dégage, et ce que dégage Aimé Udoka, ça me fait kiffer. Il y a parmi les gros choix, c'est aussi d'enfin donner le poste de meneur titulaire à Marcus Smart. Hein. On rappelle que depuis qu'il est là, il y a eu Isaiah Thomas, il a joué avec, souvent poste 2 ou sur le banc. Il a joué avec Kyrie. Il a joué avec Kemba. Et c'est la première année, comme de par hasard, où il est titulaire. On parlait souvent de l'âme de l'équipe, on a même parfois parlé du fait que c'était peut-être pas lui le meneur de jeu qu'il leur fallait. On verra pour être champion, c'est une différente marche. Mais en tout cas, en tant que leader et tout, il s'est installé dans ce rôle-là. Il a fait de la place aux autres et c'était mieux. Finalement, c'était mieux de l'avoir juste lui, d'avoir Jaylen Brown et Jason Tatum plutôt que de rajouter un arrière, parce qu'on se rappelle que Tatum jouait très souvent 4. Ouais, mais très souvent 4. C'est toujours pas on l'a vu dans ce match 7 et on l'a vu même dans ses playoffs, hein, que Marcus Smart dans les montagnes, parce que bien sûr que Marcus Smart peut jouer meneur, mais quand on dit qu'il manque un meneur de métier, c'est quand il y a 92-91 et qu'il reste 2 minutes 30 à jouer. C'est là, sinon effectivement dans le milieu du premier quart-temps, il peut jouer meneur. Moi je trouve que l'énorme évolution de Jason Tatum au playmaking, c'est la justesse qu'il amène dans le jeu a gommé un peu ce manque qu'il y avait d'un meneur gestionnaire. C'est finalement l'évolution monumentale de Jason Tatum dans le leadership, dans la création pour les autres, dans les lectures sur pick and roll, c'est passes à la transversale à l'opposé qui va chercher à une main quand il est trappé sur pick and roll. Chose qu'il ne faisait jamais avant. Ça, pour moi, ça a gommé tout ce manque du fameux meneur gestionnaire qui manquait parfois aux Celtics. Les grands stars qui n'ont pas besoin de meneur de jeu, elles sont rares, hein, mais c'est vrai que LeBron n'en a pas besoin parce qu'il est capable d'être un playmaker extraordinaire. On va se projeter sur la série, les amis. J'ai plein de questions à vous poser et j'espère que vous allez bien y répondre. On va commencer par les 2-5 majeurs. Vous les connaissez, mais c'est juste pour faire kiffer parce que Tom a bien bossé et que j'ai envie de montrer son travail parce qu'il est super fort. Vas-y, Tom. Les 2-5 majeurs et on va se projeter sur les différents match-ups. J'ai vu une blague, Erwan. Udoka est un technicien comme Claude Puel. Attends, j'ai mieux. Désolé, j'ai pas ton nom, mais il y a un gars qui a dit Ime Udoka, quand il s'énerve, il est capable de se transformer en Ime Judoka. Pas mal. N'importe quoi. Allez hop, vas-y, Erwan. Bon. Allez, vas-y, Allez, incognito. Steph Curry, Marcus Smart, Klay Thompson, Jaylen Brown, Andrew Wiggins, Tatum, Draymond Green, Al Horford, Kevin Looney s'il débute, Robert Williams. Ça t'inspire quoi ces différents duels, ces différents match-ups de début de match, cher Arthur? Écoute, quelque chose d'assez équilibré. Si on fait match-up par match-up, moi, il y a bien évidemment avantage Curry côté Warriors. Après Thompson Brown, moi je donne l'avantage à Brown sur ses playoffs et sur la régularité globale. Wiggins Tatum, bien évidemment avantage Tatum. Après, je vais pas mettre un bémol, mais c'est des interrogations que j'ai. Tatum est exceptionnel, joue à un niveau auquel on ne l'attendait pas, moi le premier. Par contre, là on va le comparer forcément au meilleur de l'histoire parce que voilà, c'est ce qu'on attend de lui, hein, maintenant qu'il en est là. C'est un petit peu justement aussi sa régularité. Je trouve qu'il y a des matchs où il passe complètement à côté, un peu moins sur cette finale de conférence, mais jusqu'à présent, il y avait des matchs à 36 points ou autres, et des matchs où il n'était pas du tout dedans, et il commence à des 0 sur 10 ou 1 sur 10. Donc voilà, à voir comment il va se comporter sur un profil différent. Tous les joueurs le disent à chaque fois, lorsque tu arrives sur les finales, c'est une pression différente, c'est un autre truc. Donc, c'est un autre métier. C'est un autre métier, je n'ai pas de doute qui arrivera, mais à voir. Après Horford, Green, ça me paraît équilibré. Looney Williams, ça me paraît équilibré. Après, peut-être avantage Looney qui a déjà 2 titres. Un titre où il a joué et puis un peu plus d'expérience. Erwan, ça t'inspire quoi tout ça? Moi, alors je suis très, très excité par un duel. Ah, voilà, ça, j'allais te dire, quel est le duel que tu attends le plus? Je te connais par cœur, mon bébé. Allez, vas-y. Moi, le Draymond Green à Horford m'excite particulièrement. Alors, le reste, évidemment, mais je trouve que c'est la clé, elle va être là. Quand je vois l'importance des deux mecs, défensivement, offensivement, dans le collectif de ces deux équipes-là,
Je suis très curieux de voir Al Horford relever le défi sur Draymond Green. Quand on voit l'importance de Draymond Green dans le jeu, on se souvient qu'Al Horford a éteint des Embiid. Il fait un run de playoff exceptionnel. Il va découvrir les finales NBA pour la première fois. Et là, il va se retrouver face à un mec d'un profil qu'il n'a pas connu dans ces playoffs-là, ce poste 4 qui court de partout, qui joue meneur, qui fait des feintes de main à main, qui fait des passes à tir à l'arigot. Moi, ce duel-là m'excite énormément et je crois que le gagnant de ce match-up-là Basculer la série. peut faire basculer la série. Ouais, de toute façon, Factor X, ça va être exceptionnel, tout ce qu'il va avoir. Ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup de mecs autour des stars qui vont être très importants. Et puis on a un faux follet avec Draymond Green qui parle beaucoup par rapport à un mec à la sagesse qui est à Al Horford. Ouais, c'est sûr. Je suis très excité Ça par va être passionnant. En tout cas, dans les différents duels, alors ils seront pas en direct, mais c'est vrai que Jason Tatum et Steph Curry sont les deux meilleurs joueurs de cette série. Il y a quelqu'un dans le chat qui posait la question, qui était le meilleur joueur de la série? Moi, j'ai tendance à dire Steph Curry. Ah oui, sur le vécu, quand même, il y a un double MVP. Merde, un double MVP, un 3 fois champion NBA, des mecs qui ont commis des 60 pions et tout. Alors, Jason Tatum est plus jeune et son histoire ne fait que commencer. Je suis persuadé que ce mec-là, un jour, va marcher sur la ligue et va gagner plein de choses. Aujourd'hui, on va quand même aller sur Steph Curry, quand même, sur l'ensemble de l'œuvre des mecs, quoi. Ça me va, hein, j'en attendais pas moins de ta part. Hein. Ouais, non, moi, tu vois, là, tu dis naturellement Stephen Curry. Il y a débat pour toi? Ouais, il y a débat, pour moi, il y a débat. Il y a débat, en tout cas, c'est sûr que Jason Tatum a montré des choses extraordinaires. Tu parlais de son passing game et même défensivement, c'est devenu un défenseur de très 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 haut niveau. On voit les stats en même temps. Ce sont donc les deux premiers lauréats des titres de MVP des finales de conférence. D'un côté, Magic Johnson pour Steph Curry, de l'autre, le trophée Larry Bird. Hein. Bien choisi en tout cas les deux noms de trophées. Bravo la NBA. Kiffant ces trophées. Ouais, c'est cool. Non, pas c'est du cool. tout. C'est vrai. Pas toi? Je déteste. Qu'est-ce que ça change? Alors en fait, ce que j'aime pas, c'est que déjà ça arrive alors que la NBA est quand même bien avancée, il y a 75 ans d'histoire, ça remet en perspective certaines choses et puis surtout en fait ça rajoute, ça enlève de la valeur, je trouve, Au MVP des finales. Non, il y a trop de trophées. Je trouve qu'en fait il y a trop de trophées et ça enlève un petit peu de valeur. Tu vois, demain tu vas rajouter un meilleur défenseur des finales, un meilleur, tu vois, et je trouve que ça fait perdre un petit peu de valeur sur tout ça. On remet un trophée, on est champion de sa conférence. À partir du moment où tu es champion, Qui est déjà un truc chelou voilà, de base. bon. Hein. Non, à partir du moment où tu es champion de ta conférence et qu'on le célèbre, moi, ça me gêne pas qu'il y ait un trophée d'MVP qui aille avec. Après, là, je te rejoins. Si on commence à aller sur des meilleurs défenseurs des finales de conf, meilleurs défenseurs des finales, effectivement, on va s'y perdre. Je trouve que tu vois, c'est un peu dans cette. Ouais, je comprends. Moi, ça me va parce qu'en plus, l'histoire de le trophée Larry Bird, le trophée Magic, m'aide aussi à l'accepter et à trouver ça cool. Mais t'as raison, il en faudrait pas plus. En tout cas, Cédric Maxwell a régalé quand il a dû remettre le trophée. Ouais. Larry Bird, il veut pas venir. Lui, c'est plus son délire. Boston, gros. Lui, il est Indiana, chez lui. Boston, c'est le passage. Il fait sa gnôle. Tellement il aboie, surtout ensuite. Je pensais beaucoup à Steph Curry. Donc, il a été élu meilleur joueur de la finale de conf. Ça y est, Steph Curry est évidemment dans le cadre d'une victoire des Warriors, c'est sûrement la première fois de sa vie qu'il va être élu MVP des finales. Est-ce qu'on peut imaginer une pression par rapport à ça pour Steph? Non, je pense qu'il n'y a pas de pression. Je pense qu'il l'attend forcément parce qu'en fait, on lui rappelle. Après, c'est tellement un bon gars que tu vois, je pense pas que ça soit une tâche profonde. Tu vois, il y a d'autres joueurs que ça marquerait plus. Lui, c'est tellement un bon gars. Voilà. Donc, bien évidemment, il le veut, mais je pense pas que ça soit une blessure. Après, si les Warriors gagnent, je vois pas qui d'autre. On dit ça en 2015, oublie pas. Ouais, je vois pas qui d'autre pourra avoir le MVP. Pour moi, et c'est clairement le meilleur joueur côté Golden State. Là, ça a été lui le meilleur joueur de toutes les séries des Warriors jusqu'à maintenant. Alors oui, c'est vrai qu'il y a cette histoire terrible où ça a été Iguodala puis Kevin Durant qui ont été les MVP des finales quand ils ont gagné. Mais là, aujourd'hui, l'équipe, elle est construite d'une manière, je vois pas comment. Si Golden State gagne, comment ça pourrait pas être lui, comment Steph Curry pourrait ne pas. Moi, en 2015, j'ai toujours pas compris pourquoi il l'avait pas donné, mais ils l'ont pas donné, donc c'est possible. Tu sais, j'avais un débat avec un pote, et en fait, on se disait, mais comment ça se fait qu'il l'ait pas donné à Curry en 2015? Et en fait, je sais pas si vous vous rappelez, il y avait ce truc là. Il est rentré en faute majeure. Il y avait la défense, et il a bien défendu sur LeBron. Alors qu'il tourne à 38 par match, LeBron sur le final. Ouais, je sais plus à combien il tournait. Il a un triple double, comme ça. Il doit pas être là du tout. Ouais, 35 ou autre, enfin, je sais plus. Bref, il a fait des gros stats. Ce qui avait fait changer. En fait, le truc d'André Iguodala MVP, c'est que il est pas titulaire au début, et à partir du moment où ils le mettent dans le 5, là, ça change complètement la série. Et il fait des stats, il a des très bonnes stats. Parce que Cleveland, il a 25 points. Il a 26 points. Il met dedans comme un cochon. Et il clôt des mains et tout. Il emmerde LeBron.
Voilà. Il le défend. Mais bon, LeBron, Mais il fait bon. quand même des stats de mammouth. Ouais, Non, c'est mais 2015, il se fait un peu voler un Bah, coup il se fait d'MVP. voler. Il a 26 points. Et C'est surtout, vrai. et moi, ce qui m'avait énormément dérangé, ce qui me dérange toujours, c'est que donner le trophée du MVP à un mec qui est même pas la deuxième option, c'est oublier comment se forme une équipe, en fait. Bon, Steph Curry, s'il est pas là, bon, ils vont pas au bout. Tout est autour de Eh lui, oui, tout est beaucoup construit, moins le d'espace, mouvement, le machin. Donne-lui le trophée du MVP, parce qu'en plus, c'est le meilleur joueur de la NBA à l'époque. Très bien, ok. Donc, Steph Curry, pas trop de pression, vous pensez qu'il va jouer normal? Très bien, ça va m'intéresser. On enchaîne avec les quelques clés de la série qu'on a trouvées avec les gars. D'ailleurs, vous, dans le chat, si vous voulez en donner un peu plus, vous n'hésitez surtout pas. Il y a des gains qu'appelle ou quoi aujourd'hui? On est en train de discuter. Ouais. Erwan, tout ça c'est produit, toi t'es marrant toi. Le gars il s'assoit, il raconte sa life. Excuse-moi, Catherine Barma. Si tu nous entends, on est chaud de bosser avec vous, madame. Putain, tu Barma. m'étonnes. Les clés de la série. Boston peut-il le faire sans expérience en finale? On va s'arrêter là-dessus. Qui va contrôler le tempo? La meilleure attaque des playoffs contre la meilleure défense. L'importance des role-players. Et oui, sans bon role-player, tu ne gagnes pas de titre. Si vous voyez d'autres clés, secteur intérieur, autres, vous nous appelez et on discute. On s'arrête donc sur l'expérience. L'expérience d'une franchise en finale NBA, je précise. L'expérience des joueurs en finale NBA. L'expérience des coachs en finale NBA. Normalement, une équipe qui va en finale NBA ne gagne jamais la première fois, excepté Astérix Toronto. avec Toronto, mais on connaît Et les Warriors? les blessures, et effectivement, tu as raison, mais les Warriors, c'était contre les Cavs. Miami. Le Cavs. 2006. Comme Miami 2006. Ah, Qui va une première fois en finale. Ouais. Finalement, ça se tient pas Avec trop. le hein. Shaq. Ouais, c'est... Ouais. T'as le Ouais, c'est Shaq, pas. Ouais. coaché C'est par- pas Riley. Pas C'est pas Riley. Riley qui coach, t'as le Shaq. Bon. Et les Warriors 2015, c'est contre les Cavs qui sont eux aussi dans ce vécu-là pour la première fois en finale. Donc c'était un peu comme Suns Bucks quelque part, entre guillemets. Alors, est-ce que Erwan, Boston peut le faire sans l'expérience des finales? Je pense que Boston peut le faire. Ils ont montré des choses sur ce run de playoff que... Alors, Arthur le disait, c'est toujours un autre step, un nouveau step, une finale NBA de les découvrir. Maintenant, il y a des attitudes qui ne trompent pas chez ces mecs-là. Pour moi, c'est pas les favoris. Par contre, ils peuvent le faire. Ils peuvent le prendre, le match. Je répète, ils ont tellement un cadre maîtrisé dans le basket, en attaque, en défense. Ils arrivent tellement, dans les temps faibles, à faire dos rond sans prendre trop d'éclat. Dans les temps forts, à capitaliser avec des mecs qui prennent des coups de chaud. Jason Tatum, Jalen Brown, Marcus Smart. Ils peuvent répondre à tellement de choses, bien coachés, très bien coachés aussi. Donc j'ai l'impression que cette équipe, finalement, oui, elle va découvrir pour la première fois les finales NBA, mais je vois une équipe qui est tellement prête, préparée pour ça, que finalement... Ça gomme un peu l'avantage des Warriors. Ça peut réduire un peu l'avantage des Warriors. L'année dernière, par exemple, les Suns, quand ils découvrent les finales, alors c'est face aux Bucks qui découvrent aussi les finales, mais t'as senti par moment qu'il y avait ce truc un peu, on découvre les finales NBA pour la première fois. Je suis pas sûr qu'il y ait ça avec les Celtics cette saison. Il n'y a pas un avantage clair pour les Warriors. Si, Il y a Au avantage point Warriors. Il y a avantage Warriors. de les voir gagner, oui, bien sûr. Si, par rapport à l'expérience, bien évidemment qu'il y a un méga avantage pour les Warriors. L'institution, elle est prête, c'est quelque chose qu'elle connaît. Voilà, ils maîtrisent. Et puis surtout, on va pas se mentir, les 5 joueurs de. Enfin, 4 ou 5 joueurs de Golden State ont déjà vécu ça il n'y a pas si longtemps. Et ces gars-là vont jouer une grande partie du temps. Donc, bien évidemment que l'expérience va faire quelque chose. Après, Boston, mine de rien. Ils ont pas une pression de fou furieux. Ils vont jouer, ils sont à l'extérieur. Ils ont déjà l'expérience des finales de conférence. Et puis surtout, c'est des jeunes loups. Moi, je vois vraiment une équipe de jeunes loups affamés. Brown qui a la dalle, Smart qui attend que ça, Tatum qui a envie de montrer au monde que c'est lui qui va prendre le relais et la torche des KD et des LeBron. Donc voilà, c'est effectivement il y a un avantage par rapport à l'expérience. Mais Boston, ils n'arrivent pas cul nu. C'est pas Phoenix qui arrive et qui était 8e la Ou saison c'est pas d'avant, hein. Cleveland en 2007 face aux Voilà, Spurs. c'est ça, c'est ça. Non, mais vous avez raison, et c'est pour ça que je rappelais tout à l'heure le nombre de finales pour la plupart des mecs de ce groupe-là, des finales de conférence. C'est pas rien une finale de C'est conférence. pas rien. Vous avez raison. On va accueillir Alexandre. Alexandre qui vient nous parler de Boston, parce que lui, il sent quelque chose sur la finale NBA. Salut Alexandre. Salut Alexandre, est-ce que tu m'entends Alexandre? Ok, Tom s'est endormi, évidemment, au lieu de faire des bruits de truie, mon Tom. Salut Alex, est-ce que tu es là? Alexandre? Allô? Oui, allô? Ça va? Ah ben voilà. Ça va, tranquille, vous allez bien? Ça va très très bien. Ça va, on est tranquille. Pendant que j'entends Polo discuter, il est chaud en ce moment, Polo. Merci, mon Polo. Alex, alors du coup, toi, on parlait de la première clé, l'expérience. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose de rédhibitoire pour Boston?
Ouais, très clairement, c'est sûr que l'expérience, ça va jouer un rôle important. Mais faut pas oublier quand même que cette équipe, son parcours de playoff, je le trouve quand même bien plus intéressant que celui des Warriors. Et puis surtout, j'ai l'impression de voir les Celtics monter et arriver jusqu'au bout, quoi. Ils upgrade petit à petit, ils montent, demi, quart, la finale NBA pour la première fois. Je les trouve en surconfiance, je les trouve très dynamiques et je les trouve surtout plus disciplinés que les Warriors quand même pour moi. Je trouve les Warriors un peu trop, non, ça va le faire, on a l'habitude. Et je vois vraiment les Celtics aller sur un cheval blanc là. Ils arrivent, ils ont ils sont sur le l'habitude. château des Warriors. Mais tu dis que ouais, les Warriors, c'est un peu trop facile, on a l'habitude. Mais ils ont l'habitude. Ils ont l'habitude et puis surtout ils n'ont pas eu pour l'instant. C'est ça. Ils n'ont pas eu besoin à sortir de s'employer, leur zone de confort les Warriors sur ce début de playoff. Après, ce qui est sûr, Ouais, c'est mais que là où je te rejoins, c'est Alexandre, c'est retour. ça? Là où je te rejoins, Ouais. Alexandre, c'est qu'on a vu des attitudes des Warriors par moments un peu faciles. Tu pourras pas faire ça contre les Celtics. Là, je te rejoins complètement, c'est que. Mais je crois qu'ils le savent et on l'a vu notamment pour clôturer la série face le match 5, le match 4. Le match 4 à Dallas, pour moi, est le meilleur. Les deux derniers matchs des Warriors face aux Mavs, j'ai Le match senti 4, ils le perdent. Le match 4, ils le perdent. Ils prennent une rouge. Ils gagnent le match en revenant chez eux. Voilà, c'est ça. Donc le match le dernier match des Warriors, pour moi, j'ai senti que les deux dernières victoires des Warriors, face aux Mavs, j'ai senti que là, on n'était plus là pour rigoler, qu'on faisait des matchs complets je te rejoins, mais j'ai l'impression que ces mecs-là, on parle d'habitude des finales NBA, et je pense que Steph Curry, c'est le mieux placé pour savoir qu'à un moment donné, la facilité en finale NBA, ben, ça te fait perdre des titres. Ouais, et puis ouais, ça marche pas comme ça. Ouais. Non. Ça, c'est Mais sûr. après, est-ce que c'est pas un peu trop tard pour commencer à chauffer un peu? Mais ils Ouais, sont ils sont déjà chauds, chauds, les on gars. vient- on met des Ils sont déjà champions chauds. On va pas leur reprocher après d'avoir joué contre des équipes, contre les Nuggets qui étaient où il y avait des blessés. Les Grizzlies, il y avait des blessés. Ben, Dallas était un petit peu court Des Mavs physiquement. cramés. Mais on va pas leur reprocher ça. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, ils ont eu aussi un run facile qu'ils ont maîtrisé. Et ça, c'est du positif et pas du négatif. Et puis ça Parce fait que quand partie on dit, des- quand on dit que les Warriors, ils ont eu un parcours facile, ben, ils se sont rendus faciles. Et ça, pour moi, c'est plus inquiétant pour les Celtics qu'autre chose. Non, moi je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah, Et ouais. on voit ces stats, Erwan, derrière toi là, et Arthur. Donc 0 match joué par les joueurs des Celtics des matchs de finale NBA, 123 matchs côté Warriors. La stat qui est beaucoup ressortie, c'est celle d'Al Horford, qui était le joueur ayant disputé le plus de matchs de playoff sans disputer de finale NBA. On parle de Elle est folle, 141 cette matchs, 144 matchs, je sais plus l'un ou l'autre, 144 ou 141, ce qui est énorme dans l'histoire de la NBA. C'est un truc de fou. C'est aussi la bonne histoire, tu vois. Bah, Des ouais. mecs autant d'expérience qui arrivent enfin à accéder à ce truc, à un accomplissement, parce qu'aller en finale, c'est un accomplissement. Kiffant leur Ford à la fin, Ah, l'émotion ouais, et ouais, tout. de ouf. C'est tellement un mec qu'on a suivi depuis à Atlanta. À Florida, déjà, À hein. Florida, à Atlanta. Son passage après aux Sixers. Bon passage, d'ailleurs. ouais, au Thunder. Au Thunder, il y a pire encore. Au Thunder, ils ont carrément dit, bon, en gros, ne joue plus. Et ils sont allés récupérer. Son retour et tout. Franchement, l'histoire, elle est kiffante pour un joueur exemplaire. Oh, radoute, attends. Très Effectivement, bien. après, dans les années 2010, c'était compliqué d'aller en finale à l'Est. Ça, c'est clair. Tu m'étonnes. Tous les mecs, d'ailleurs, qui sont derrière lui, Joe Johnson, Paul George et tout, c'est que des mecs qui sont fait botter par LeBron, évidemment. On parle d'expérience, parlons des coachs, parce que c'est la première chose qui revient. On a vu des coachs rookies être champions. Steve Kerr l'a été. Beaucoup ces dernières années. Hein. Beaucoup ces dernières années, Nick t'as Nurse. raison. Nick Nurse, Nurse. et il y en a un. Tyronn Lue. Tyronn Lue, T'as pas absolument. un autre nom, Tom? J'en ai pas un autre, j'ai pas un autre nom. Ah, ça me fait chier que t'aies pas un autre nom. Pour qui? Pourquoi? Parce qu'on a regardé une série il y a pas longtemps et À qui ça? Qui Pat Riley? Paul Westhead, Ah, Paul Westhead. Ah oui, oui, grave, tout à coach fait. rookie avec Tout à fait. Pat Riley assistant, mais Paul Westhead Ouais, en tout à 80 fait, tout à fait, et coach tout à fait. rookie et gagne avec Magic Johnson qui est rookie. C'est vrai, mais il sort jamais non, dans les trucs, lui. J'ai l'impression qu'il sort jamais. Bah, pourtant, ça marche. Hein. Ouais, Bah, c'est j'ai clair. pas vu. Alors Si, après, si, si, non, t'as raison, t'as raison, alors ouais. après, c'est un assistant qui est promu, donc je sais. Mais Paul Westhead Ouais, est ouais, coach c'est rookie, clair. quoi. Ah, Il est coach Calimère. principal. Bah, il est coach principal en tout cas. Non, ça c'est clair. Quelques stats sur la bataille des coachs. Regardez le bilan en playoff, 89 victoires pour 32 défaites de Steve Kerr. On vous rappelle, hein, il a un bilan de 21 séries de playoffs gagnées et 2 seulement perdues. On s'en rappelle, c'était en finale NBA les 2 fois. Ime Udoka vit ses premiers playoffs, 0 finale, 0 titre pour Ime Udoka. Est-ce que Udoka peut se faire complètement outcoacher, justement, avec cette histoire d'expérience? Ah, j'ai du mal à croire. Moi aussi, hein. J'ai du mal Ouais, à moi croire. aussi. Hein. Pour l'instant, ils montrent aucun signe, aucune latence sur aucun sujet. Et puis même s'il a des petites failles, j'ai l'impression que ces joueurs ils vont pouvoir prendre le relais, ne serait-ce que défensivement. Donc ça se verra pas, ça sautera pas aux yeux. Donc à voir.
Après, comment ça se traduit? C'est des actions mal négociées, des systèmes mal dessinés, des momentum pas coupés Bah, avec et des c'est temps de jeu des aussi. choix, Après, coacher, des rotations, des temps de jeu, parce que, ne pas mettre un grand alors qu'il reste une dernière action, laisser Duncan par exemple sur le banc. Ouais, mais ça, Erreur de rookie. Popovic l'a fait, ça. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il est prêt. J'ai l'impression qu'il est prêt, Ime Udoka. On sait qu'on peut revenir quand même sur le parcours de ce mec-là, qui est un ancien joueur, mais qui a fait énormément d'assistanat, aux côtés de Popovic notamment, aux côtés de Doc Rivers, je crois, aux Sixers. C'est un mec qui est beaucoup, de ces 10 dernières années, qui est énormément resté sur des bancs NBA, qui a fait des runs de playoffs, qui a été champion en étant assistant. Moi, quand je vois l'attitude, et je reviens à l'attitude d'Ime Udoka, pour moi, ce mec-là, il est prêt, tactiquement en tout cas, il est prêt à affronter les Warriors dans ces finales NBA-là. En tout cas, il a affronté, je vois dans les commentaires, bon, Steve Nash, le pote d'Erwan, mais il a surtout affronté Bud, malgré les blessures. Il a réussi à accéder au truc supérieur. Et Eric Spoelstra, qui est souvent cité comme le meilleur coach de NBA pour certains, eh bien, il a réussi à passer ce truc-là. On va voir si avec Steve Kerr, qui retourne aux affaires, eh bien, on verra s'il le fait. Qu'est-ce qu'il y a? Alan Guillaume nous rajoute un petit complément d'info sur Ime Udoka, et donc forcément on parle de son staff. Il dit le staff est super complet avec des anciens des Spurs, Will Hardy, à ne pas confondre avec Tom, donc des Bugs, Ben Sullivan, à ne pas confondre avec le pub, et Damon Stoudemire, qu'on peut confondre avec l'ancien joueur parce que c'est lui. Donc voilà, il y a un vrai staff, mais ça, on sait que quand on parle d'un coach, on parle en général d'une équipe derrière. Et surtout en NBA en général, il y a des légions de mecs qu'on connaît maintenant sur les bancs, puisque ça fait des années qu'on connaît tout ça. Bon, très bien pour l'expérience, avantage Warriors, mais visiblement ça va pas forcément trop compter, l'écart est plutôt réduit. En tout cas, Boston a confiance en eux pour pas être craqué complet en fait. Non, voilà, je les vois pas. Pardon. Pardon, t'as dit quoi? La bataille de coach, je pense que ça va jouer sur des détails, sur des prises de décision en money time, sur des temps morts pris ou pas pris, ça va être serré, je pense. Hein. Qu'est-ce que Il n'y vous a pas avez beaucoup pensé de différence. Hein. Même si ça reste un coach rookie, j'ai l'impression qu'il est tellement carré et droit dans ses baskets que franchement, il arrive, il est prêt. Hein. Après, il suffit d'une fois. On a vu Popovic, qui est possiblement le meilleur coach de l'année, flinguer un titre aux Spurs. Les gars, faut pas l'oublier. Alors, il gagne l'année d'après et on a peut-être oublié. Après, coacher, c'est aussi choisir, et des fois, tu vas vite. Pourquoi il n'y a pas de grand choix en équipe USA contre l'équipe de France en quart de la Coupe du Monde? Et puis des fois, tu coaches, tu fais un choix, ça marche pas. Ça veut pas dire que t'es pas prêt. Donc, quoi qu'il arrive, pour moi, Ime Udoka est le grand gagnant de cette saison chez les Celtics. Maintenant, on peut me dire ce qu'on veut. Pour moi, il y a un coach qui a un vécu, qui a des titres, c'est Steve Kerr, donc avantage à Steve Kerr. Voilà, c'est tout. Et si jamais c'est les Celtics qui gagnent, bravo à Ime Udoka. Toi, Alex, je te pose la question parce qu'on va te laisser. Pour toi, qui va gagner et quel est ton score? Moi, je vois les Celtics passer en 4-2. 4-2, je vois les à Celtics domicile. bien démarrer la série. En plus, quand t'as commencé en 4, j'ai cru qu'il était en 4-0, en 4 matchs. 4-2 pour les Celtics, ouais. D'accord. Je les vois démarrer fort en 2-0. Je vois après les Warriors passer, revenir à 2-2. Et après, ça fait du 1-1. Oh la vache. Et ça termine à Boston. Bah écoute, en tant que fan des Seas, on te le souhaite pour redevenir la franchise la plus titrée. Hein. Ils sont dans la course pour un 18e titre. Ils passeraient devant les Lakers. Aussi. Ce serait quand même un truc fou. En général, les Celtics, quand ils vont en finale, ils gagnent. Hein. Comparé à d'autres franchises, ils ont un taux super haut. La dernière finale, ils ont perdu, c'était en 2010 au match 7. Tout à fait. On souhaite un match 7. Merci de nous avoir appelés. Merci à vous. Bon courage. Salut, à la prochaine.